Pose ce que tu faisais. Ferme les yeux si tu peux. Et cette fois, avant même de respirer, je vais te demander quelque chose de très simple. Pose ton attention sur ta main droite. Juste ta main droite. Pas le reste du corps. Pas les sons autour. Pas les pensées qui circulent. Juste la main droite. Est-ce qu'elle est chaude? Froide? Est-ce qu'il y a une légère pulsation dans les doigts? Est-ce que tu sens le contact avec ce sur quoi elle repose? Maintenant, déplace ton attention vers la main gauche. Même exercice, juste la main gauche. Chaude, froide. Le contact, la texture. Et maintenant, les deux mains en même temps. C'est plus difficile, la tension se divise. Elle devient moins précise. Maintenant, on va respirer ensemble. Et pendant qu'on respire, pose toute l'attention sur le ventre qui se soulève et redescend. Une seule chose. L'attention sur le ventre, rien d'autre. Si elle part, ce qui est normal, tu la ramènes, doucement, sans juger. Un dernier cycle. Tu peux rouvrir tes yeux. Ce qu'on vient de faire, choisir délibérément où poser l'attention et la ramener quand elle dérive, c'est l'essence de la gestion de l'attention. En un seul mot. Pas une technique de méditation, un muscle que tout le monde a, que presque personne n'entraîne. Et en ultra, ce muscle fait souvent la différence entre finir et abandonner. Pas les jambes, l'endroit où tu mets ton regard. La semaine dernière, on a travaillé la régulation de l'activation avec Xavier Thévenard. On a appris à calibrer le niveau d'énergie ni trop haut ni trop bas pour rester dans la fenêtre optimale de performance. Cette semaine, on pose une question différente. L'activation est bien calibrée. La motivation profonde est claire. Le self-talk est préparé. La visualisation a été faite. Et maintenant, pendant les 100, 150, 170 km qui suivent, où tu mets ton attention? C'est la question la moins glamour de la préparation mentale et l'une des plus décisives. Je répète, l'attention. Parce que dans un ultra, c'est elle qui est une ressource limitée. L'attention, chaque pensée parasite sur le chrono, sur les concurrents, les kilomètres restants, sur ce qui pourrait mal se passer, coûte quelque chose. Et ce que ça coûte n'est pas disponible pour courir. D'où gérer, réguler, diront certains, l'attention. Pour incarner cet outil, j'ai choisi Diego Pazos. Alors, deuxième de la hard rock 100, juste derrière Ludovic Pomeray, qui battait le record de l'épreuve. Diego pratique l'ultra, alors qu'à côté, tu verras, il est dans le podcast notamment que j'ai enregistré avec lui, il a une vie bien remplie. Donc il a un entraînement adapté et il doit mettre de l'attention dans sa course, comme tout le monde tu me diras, mais aussi et surtout dans sa préparation. Alors il a fait maintes et maintes fois l'UTMB, c'est l'un des trailers les plus constants au niveau mondial avec un entraînement de...
Écoute bien, 6 à 8 heures par semaine. 6-8 heures par semaine. Alors ce qui rend Diego unique pour cet épisode, c'est une décision radicale qu'il a prise dès ses débuts et qu'il assume encore aujourd'hui. Avec d'ailleurs son coach Seb Cornette. Eh bien, quelques exemples concrets, il court sans montre. Très peu avec le cardio. Très peu de données. Et Diego est chercheur en criminologie. C'est son travail, son métier. Il passe des journées à analyser des données, à construire des protocoles d'investigation, à travailler dans la précision analytique. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit les chiffres par peur ou par ignorance, non. C'est quelqu'un qui a fait un choix d'attention délibéré. Et ce choix-là a changé sa façon de courir et ses résultats. Alors ça fait de nombreuses années qu'il est coaché par Seb Cornette et ensemble, évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de données ou très peu, en tout cas, il y a beaucoup d'attention dans l'entraînement et dans les processus de préparation par rapport à ces épreuves. Alors, commençons par ce que la science a établi sur l'attention en endurance. En 2014, Brick et ses collègues ont publié une revue systématique sur la focalisation attentionnelle dans les sports d'endurance. Leur conclusion principale est claire et contre-intuitive pour beaucoup de coureurs. Il existe deux grandes familles d'attention en course. Alors, accroche-toi, l'attention associative, centrée sur le corps et sur l'effort en cours, les sensations musculaires, le rythme respiratoire, la foulée, la technique, ce que le corps fait en ce moment précis. Les études montrent que les athlètes qui utilisent principalement une attention associative maintiennent une allure plus régulière, détectent plutôt les signaux de fatigue et ajustent leur effort plus finement. C'est l'attention du pilote de précision, celle qui permet de courir juste. Et l'attention dissociative, centrée sur l'extérieur ou sur des pensées sans lien avec l'effort. Le paysage, la musique, des réflexions sans rapport avec la course, des conversations imaginaires. Elle permet de rendre l'effort plus supportable subjectivement en la mettant à distance. C'est utile dans les longues portions monotones, dans les passages plats où l'effort est stable et prévisible. Mais elle a un coût. Elle crée un décalage entre l'intention et l'action. On court plus lentement sans s'en rendre compte. On manque les premiers signaux d'une nutrition insuffisante, par exemple. On rate un changement de terrain qui aurait demandé un ajustement. La conclusion de Brick et de ses collègues, et celle que je partage après des années de préparation d'athlètes, c'est que ni l'une ni l'autre n'est supérieure dans l'absolu. C'est l'alternance intelligente entre les deux qui définit un gestionnaire d'attention expert. Les meilleurs ultra-trailers ne sont pas ceux qui se concentrent le plus fort. Ce sont ceux qui savent exactement où pointer leur attention selon le moment de course. Voilà comment ça se structure en pratique. Il y a 3 niveaux d'attention qui correspondent à 3 échelles de temps. Écoute bien. Le niveau macro, la course entière. Penser à tout ce qui reste, calculer les splits, se projeter sur l'arrivée. C'est l'attention la plus coûteuse et la moins utile en cours d'effort. Elle épuise les ressources cognitives sans rien améliorer dans le corps. À réserver au moment de planification en ravitaillement, pas en mouvement, ok ? Juste, voilà, ces moments-là. Le niveau méso, le prochain objectif intermédiaire. Le prochain ravitaillement, la prochaine montée, le prochain col, un horizon assez proche pour être atteignable. Assez précis pour canaliser l'énergie. C'est le niveau de l'objectif processus qu'on a construit en épisode 1. Il permet de garder le cap sans s'épuiser, à voir l'intégralité de la course.
Et le dernier, le niveau micro. Les 2-3 mètres devant toi. Ce pied, cette respiration, ce bras, ce rocher à éviter, l'attention la plus précise, la plus économique sur le plan cognitif et la plus directement connectée à la performance physique. C'est le niveau qu'on oublie presque systématiquement quand on commence à souffrir. Et pourtant, c'est celui qu'il faut activer précisément dans ces moments-là. Alors, l'exercice concret à mettre en place dès maintenant. Sur ta prochaine sortie longue, répartis délibérément ton attention selon les phases. Dans les montées techniques, niveau micro. Le terrain, l'appui, la respiration. Dans les portions plates et régulières, niveau méso, le prochain point de repère. Au ravitaillement uniquement, niveau macro. Où tu en es, ce qu'il reste, ce que tu ajustes. Et note, après la sortie, les moments où ton attention a dérivé vers le macro sans que tu le décides. Vers les calculs, vers les comparaisons, vers ce qui pourrait mal se passer. Ces dérives-là ne sont pas des faiblesses de caractère, sois rassuré, ce sont des habitudes d'attention. Et les habitudes d'attention s'entraînent, comme toujours. Quand Diego Pazos m'a décrit sa façon de courir, la première chose qui m'a frappé, c'est le contraste entre qui il est et ce qu'il fait. Alors je te le disais, chercheur en criminologie, ancien doctorant spécialisé dans l'analyse de stupéfiants, enquêteur à la police fédérale suisse, un homme dont le métier entier repose sur la précision des données, l'analyse rigoureuse, la construction de preuves. Et entre elles, il coupe tout, ou en tout cas en partie. Comme il dit, j'aime les données, j'ai étudié beaucoup de données, mais en trail, j'ai besoin de me détacher de ça. J'ai besoin de me retrouver avec mes sensations. Je veux pas de cardio, je veux limite pas de montre. Ça m'a permis de me connaître en tant que personne et aussi en tant qu'athlète. Courir aux sensations, c'est un gros point positif en ultra, me disait-il. Alors c'est pas de la philo, hein. C'est une décision d'attention délibérée. En coupant les données, Diego force son attention à rester à l'intérieur, sur les sensations, sur le corps, dans sa chair, sur l'effort ressenti plutôt que mesuré. Il a construit une attention associative profonde, non pas malgré son profil scientifique, mais en utilisant précisément ce profil pour comprendre ce qu'il faisait. Et puis il y a eu un UTMB pour lui, en 2023, si je ne dis pas de bêtises, un gros problème sur les 65 premiers kilomètres. Il ne précise pas lequel, mais les conséquences sont claires. Son objectif principal, le podium, est hors de portée. Et là, Diego fait quelque chose que beaucoup de coureurs ne savent pas faire. Alors certains pourront dire que d'autres coureurs le font, peut-être un Ludo Pomeré, peut-être d'autres. Je laisse venir les images que tu peux avoir par rapport à ça. Voilà ce qu'il dit. Il y a une petite bataille intérieure à se dire de faire le deuil de ton premier objectif. La première raison pour laquelle tu voulais venir. Et donc, retrouver un autre objectif, qu'il soit suffisamment fort pour te porter jusqu'à l'arrivée, malgré la douleur, malgré la déception. Alors c'est un peu l'inception, hein, le rêve dans le rêve, l'objectif dans l'objectif. Eh bien c'est une redirection attentionnelle délibérée. Il ne combat pas sa déception, il la reconnaît, il fait le deuil et il redirige l'attention vers quelque chose de nouveau. Un objectif méso qui remplace l'objectif résultat attendu. Et il remonte. 100 km de remontada, ce n'est pas de la résilience abstraite. C'est de la gestion de l'attention appliquée à une situation dégradée, voire une situation de crise. Le troisième moment, c'est sa description de l'attention en descente. Et c'est peut-être l'illustration la plus précise et la plus utilisable de tout ce qu'on explore dans cet épisode. Comme il dit, 2-3 mètres devant, je pense que c'est utopique de dire « regardez à 5-10 mètres sur ce terrain technique ». Ton cerveau doit scanner énormément d'informations. Si c'est du terrain technique, tu veux éliminer le surplus. Tu fais juste un scan et après,
c'est de lui faire confiance. Il a déjà enregistré. C'est l'attention micro à son niveau le plus concret. Pas de gestion consciente de chaque appui, un scan à 2-3 mètres, une confiance dans le traitement automatique du cerveau et un regard plus loin de temps en temps pour anticiper. 3 modes d'attention qui s'alternent en quelques secondes. Diego n'a pas appris ça dans un livre. Il l'a construit par des années de descente, d'attention aux sensations, de refus des données externes qui auraient parasité ce travail d'écoute intérieure. Je pourrais même compléter en disant qu'il a appris ce travail avec Seb Cornette, avec la méthode Seb Cornette, qui porte donc le même nom chez École de Trail. C'est ce genre justement d'attention qu'on apprend lors de ses stages ou dans ses coachings pour justement pouvoir se faire confiance et débloquer au niveau cérébral certaines peurs qu'on peut avoir, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme d'ailleurs. Alors en ce qui me concerne mon terrain à moi sur l'enduroman, une des leçons les plus importantes que j'ai apprises pendant la préparation de cette épreuve, c'est que l'attention n'est pas infinie. Non, elle n'est pas infinie, c'est une ressource comme les glucides, comme les électrolytes, et comme elle se dépense, elle se gère. Et quand elle est épuisée, les conséquences sont réelles. J'ai compris ça par exemple lors d'une course préparatoire quelques mois avant l'enduroman. Une course de montagne dont j'ai raconté le déroulé dans mon livre. Alors c'était en Bretagne d'ailleurs, dans l'Abervrac. Une course que j'ai mal gérée. Pas les jambes, pas la nutrition, l'attention. J'avais laissé mon cerveau travailler en permanence au niveau macro. Alors oui, calculer les temps de passage, c'était important pour moi à cette période-là par rapport à la préparation de l'enduroman. Comparer mon allure, parce que je voulais faire des parallèles entre cette épreuve-là et ce que j'allais vivre sur l'enduroman. Et donc, je comparais mon allure à ce que j'avais prévu. Anticiper les difficultés à venir, surveiller les concurrents aussi d'ailleurs. J'étais complètement au bout à un moment, je ne pouvais plus faire les connexions entre mon corps et ma tête. La fatigue n'était pas physique, elle était cognitive. J'avais épuisé ma ressource attentionnelle avant d'avoir épuisé mes jambes. Rien ne s'improvise et la gestion de l'attention non plus. Et voilà, c'est à partir de là, de ce moment-là, que Philippe Leclerc et moi avons travaillé sur ce que j'appelle les zones d'attention. Des portions du parcours pour lesquelles j'avais décidé à l'avance de quel niveau d'attention j'allais opérer. Sur les montées longues et régulières, niveau micro. Posture, respiration, appui, cadence. Je ferme le macro entièrement. Pas de calcul sur ce qui reste. Pas de regard sur le chrono. Juste le corps et le terrain immédiat. Rappelle-toi sur les portions plates, entre deux cols, ce que je disais tout à l'heure, niveau méso. Le prochain point de repère, le prochain ravitaillement, une fenêtre de 20 à 30 minutes. Ce qui se passe maintenant, pas ce qui reste. Ravitaillement uniquement niveau macro. Où j'en suis, ce que j'ajuste, ce qui vient, et on repart en méso. C'était ce même protocole que j'avais mis en place tout au long des 140 km en course à pied. Et dans la Manche, cette organisation est devenue vitale, d'une façon que je n'avais pas anticipée. 12 à 15 heures dans l'eau. Très peu de repères visuels. Peu de terrain à lire. Juste l'eau, les bras, le bateau sur le côté avec les ravitaillements avec Patrick. Dans ce contexte, l'attention dissociative laisse l'esprit partir sur autre chose pour rendre l'effort supportable. Mais ça aurait été mortel. Pas dramatiquement, mais progressivement, une légère dérive vers le nord, un rythme de bras qui ralentit, sans que je m'en rende compte, une erreur de respiration qui se répète. J'avais une consigne très précise. L'attention reste sur 3 choses et 3 choses seulement. Le rythme des bras, la fréquence à laquelle tournent mes bras, la respiration, très rythmée, toujours du côté du bateau, et les indications depuis le bateau de Patrick. En fait, ces indications, c'était quoi ? C'était juste un regard. Je suis là, je suis présent, je suis avec toi Cyril. Et moi, c'était ces 3 points de repère que j'avais. Tout le reste, les heures qui passent, la distance restante, la température de l'eau,
Voilà, toutes ces choses-là extérieures, je les laissais exister sans leur accorder l'attention distractive. Pas parce qu'ils n'existent pas, hein, il y en avait, mais parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi pour exister. Choisir où ne pas mettre son attention est aussi important que choisir où la mettre. Je te la répète, choisir où ne pas mettre son attention, c'est aussi important que de choisir où la mettre. Ça invite à réflexion. Il y a un moment précis dans la nage dont je me souviens très clairement. Alors à peu près à mi-parcours, hein, quand je dis précis, pas au niveau du temps, mais de ce moment-là, ça je m'en souviens très bien. L'estomac qui envoie des premières protestations, et le mot est faible, et ma tête qui commence à vouloir calculer combien il reste, dans quel état je serai dans X heures. Et d'ailleurs, l'erreur que je commets, c'est que je regardais derrière moi, et je vois, cette distraction, c'est quoi? C'est les falaises anglaises, et j'ai l'impression qu'elles sont juste là derrière moi. Et je suis à mi-parcours. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le soleil qui tape sur les falaises et cette impression-là, dans le visuel, donne justement l'effet que les côtes sont très proches. Et inversement, devant moi, les côtes françaises, je ne les vois pas. Mais ça, c'est un effet visuel, c'est le soleil. Donc l'attention, dans ce moment-là, elle est challengée, on va dire. Donc, je reconnais le glissement vers le macro à ce moment-là. Et oui, forcément, ça pourrait créer plus qu'une distraction. Mais j'ai appliqué ce qu'on avait travaillé. Pas en forçant, mais en redirigeant. Comme Diego redirige son attention sur les 2-3 mètres devant lui en descente, juste une instruction interne simple. Les bras, la respiration, Patrick. 3 choses niveau micro. Et les calculs du cerveau n'avaient plus de matière à travailler. Sur le vélo, la dynamique était différente puisque 300 km dans une grande partie de nuit, dans un état d'épuisement assez profond. Et là, le risque n'était pas le macro. C'était la dérive dissociative. Laisser l'esprit partir, décrocher de l'effort sans entrer dans ces états semi-conscients que tous les ultra-trailers connaissent. Oui, parce qu'en vélo, c'est quand même peu dangereux. J'avais une règle pour ces moments. Dès que je remarquais que mon attention avait dérivé, loin du pédalage, depuis plus de quelques secondes, je posais une question précise à mon corps. Comment tu vas, hein ? Mais une question technique. Est-ce que ma posture est correcte ? Est-ce que mes épaules sont relâchées ? Est-ce que je pédale avec le bon appui et la bonne traction ? L'effet patte de chat pour ceux qui connaissent. Ces questions ramenaient l'attention au niveau associatif, sans effort, sans lutte, juste une redirection douce vers ce qui comptait. Et cette redirection répétée des centaines, des milliers de fois dans la nuit a maintenu une qualité d'effort que l'épuisement n'aurait pas pu conserver. J'avais même d'ailleurs une distraction dès les premiers kilomètres à vélo. C'était un petit problème dans mon réglage de dérailleur. Et ça faisait un bruit très stressant, même inquiétant. Et en fait, l'attention, j'ai tout de suite switché en mettant une attention positive sur ce petit bruit qui devenait quelque chose de régulier dans ma tête et qui mettait du rythme. Et je l'associais justement à mes mots-clés. Alors, premier enseignement, l'attention est une ressource limitée. La gérer, c'est économiser ce qui permet de fuir. Alors, certains diraient la réguler. Et ils ont raison. Chaque calcul inutile, chaque comparaison avec les concurrents, chaque projection anxieuse sur ce qui pourrait mal se passer, ça coûte. Pas de façon spéculaire, mais de façon cumulative. Sur 30 heures de course, le coureur qui a régulé son attention intelligemment arrive au kilomètre 150 avec des ressources cognitives que le coureur qui a tout laissé fuir n'a plus. C'est un peu le phénomène de la chasse d'eau, le flush model. Ce n'est pas de la théorie, c'est la différence entre les coureurs qui restent lucides en fin de course et ceux qui prennent de mauvaises décisions dans les dernières heures. Pas parce qu'ils sont moins bien préparés physiquement, mais parce qu'ils sont cognitivement épuisés. Deuxième enseignement, la coupure des données peut être une stratégie d'attention, pas un manque de rigueur. Diego Pazzo ne court pas sans montre parce qu'il est romantique ou anti-technologique. Il le fait parce qu'il a compris que les données externes pouvaient potentiellement parasiter son attention associative.
celle qui lui permet de courir juste, de détecter la fatigue en amont et d'ajuster l'effort finement. Ce n'est pas une recommandation universelle, c'est juste une invitation à se poser la question. Est-ce que les données que j'ai sur le poignet m'aident à mieux courir ? Ou est-ce qu'elles capturent une partie de mon attention qui serait plus utile ailleurs ? Pour certains coureurs, la montre est un repère rassurant qui libère l'attention. Pour d'autres, c'est une source de calcul permanent qui la consomme. La bonne réponse dépend de qui tu es, pas d'une norme universelle. Troisième enseignement. La redirection attentionnelle s'entraîne dans la vie quotidienne, pas seulement en course. Chaque fois que tu remarques que ton esprit a dérivé pendant une tâche et que tu le ramènes, tu entraînes ce muscle. Chaque fois que tu fais une séance d'entraînement sans regarder la montre et que tu restes dans tes sensations, tu entraînes ce muscle. Chaque fois que tu appliques la règle des 2-3 mètres dans ta façon d'aborder un problème complexe en te concentrant sur la prochaine action plutôt que sur l'ensemble du chemin, tu entraînes ce muscle. Ce n'est pas une pratique réservée à la course, tu l'as compris. C'est une compétence de vie. Alors si tu l'appliques, quels sont les bénéfices concrets ? En course, une allure plus régulière et plus économique. Les athlètes, avec une attention associative bien développée, maintiennent naturellement une allure plus linéaire. Exactement ce que Diego décrit comme son objectif. Pas de pic d'accélération suivi d'effondrement. Une courbe propre du début à la fin. Le pacing, ça te parle ? Eh bien Diego est l'un des meilleurs à pouvoir maintenir son pacing en cohérence avec sa stratégie préparée avec Seb. Une meilleure détection des signaux précoces. Faim légère, début de crampe, légère déshydratation, ces signaux existent bien avant de devenir des problèmes. Mais ils sont imperceptibles quand l'attention est au niveau macro ou dans la dissociation. L'attention associative les capte tôt, ce qui change radicalement la capacité à les traiter avant qu'ils deviennent critiques. Ce qu'on appelle donc les signaux faibles, et capter ces signaux faibles. Et la capacité à pivoter en course sans s'effondrer. Quand le premier objectif tombe, et il tombe souvent, j'imagine que ça t'est souvent arrivé, c'est l'attention qui permet de faire le deuil vite et de trouver autre chose, une alternative. Pas l'ego, pas la volonté brute, la capacité à reconnaître ce qui est, à en faire le deuil avec précision et à rediriger vers ce qui est encore disponible. Diego l'a fait en 2023 sur l'UTMB, il a fini. Donc là, tu peux oublier machine, les termes comme ça, souvent qu'on entend quand on identifie des gens qui font des choses incroyables. Non, c'est tout l'inverse. Tu n'es pas une machine, au contraire, deviens un être subtil et qui met de l'attention juste au bon endroit, au bon moment, en toutes circonstances. Je veux revenir sur quelque chose que Diego a dit sur sa façon de vivre le trail. Pas sur la performance, sur l'expérience. Il m'a expliqué pourquoi il ne refait jamais la même course 2 années de suite. Je ne sais pas si ça te parle à toi, moi ça me parle beaucoup en tout cas. Alors, jamais 2 fois de suite, même si elle s'est bien passée, même si elle s'est mal passée. Il laisse reposer, retrouve l'envie et revient quand la raison est suffisamment forte. Ce que ça dit sur l'attention, c'est quelque chose de profond. Un coureur qui gère son attention intelligemment, c'est aussi quand ne pas regarder. Quand laisser l'expérience se déposer avant d'en vouloir une nouvelle. Quand l'attention a besoin de repos plutôt que de nouveaux stimuli. Comme il dit, je préfère retrouver l'envie et revenir pour de vraies raisons, pas de mauvaises raisons. Et c'est peut-être la forme la plus sophistiquée de gestion de l'attention. Savoir qu'elle a besoin de se reconstituer, qu'on ne peut pas être en état d'attention pleine en permanence, et que les grandes performances viennent de ceux qui ont su ménager cette ressource sur le long terme.
On a traversé ensemble les 6 premiers épisodes. Les fondations, objectif processus, motivation profonde. La préparation, visualisation, régulation de l'activation. Et maintenant, couche 3, la concentration. Self-talk, gestion de l'attention. La semaine prochaine, on entre dans la résistance. Avec Camille Breuillat, professeur de yoga, ultra-trailleuse, qui est un physiologue, on parle de gestion de la douleur. Parce que dans un ultra, la douleur est inévitable. La façon dont on la reçoit, elle, peut se choisir. Rendez-vous la semaine prochaine.